Bonsoir à toutes et à tous, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette édition d'information. Au titre de ce journal, des caniveaux transformés en dépotoirs et danger réel d'inondation dans plusieurs quartiers de la capitale. Et enfin, les actualités mondiales viendront boucler cette édition. Ouvrons ce journal avec une tournée officielle dans le sud du Tchad. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Amit Loni, a effectué une première étape à Sar, chef-lieu de la province du Moyen-Chari. Objectif, échanger avec les jeunes, évaluer les infrastructures sportives et renforcer l'action gouvernementale en faveur de la jeunesse et du e-sport conformément à la vision du président de la République, Bayrakla Maxime. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Amit Loni, a entamé une tournée officielle dans le sud du pays par une étape marquante à Sar, chef-lieu de la province du Moyen-Chari. À la tête d'une importante délégation, il a été accueilli par les autorités administratives et traditionnelles locales, conduites par le délégué général du gouvernement auprès de la province Abdraman Ahmad Borgou, ainsi que par une foule de jeunes mobilisés témoignant de l'intérêt porté aux politiques publiques en faveur de la jeunesse et du sport. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Elle vise à renforcer l'approche de proximité du gouvernement, à écouter les préoccupations des jeunes, à évaluer l'état des infrastructures sportives et à s'enquérir des conditions de travail des acteurs du secteur dans une dynamique axée sur des résultats concrets et durables. Dès son arrivée, le ministre a engagé un échange ouvert et constructif avec les responsables des associations et mouvements des jeunes. Les discussions ont porté sur le rôle déterminant des jeunes dans la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le renforcement de l'unité nationale. L'usage responsable des réseaux sociaux a également été largement abordé. À cette occasion, le ministre a rassuré ses interlocuteurs sur l'engagement de l'État à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et à moderniser les infrastructures sportives afin de favoriser leur épanouissement. Dans la continuité de sa mission, le ministre Maïdé Amit Loni a présidé une réunion de travail avec les responsables des ligues sportives et les acteurs du mouvement sportif provincial. L'objectif était d'identifier les contraintes structurelles et organisationnelles freinant le développement du sport dans le Moyen-Chari. Une attention particulière a été accordée au sport scolaire, considéré comme un levier essentiel de formation, de discipline et de cohésion sociale. À l'issue des échanges, le ministre a donné des orientations claires pour impulser une nouvelle dynamique et réaffirmer le soutien du gouvernement aux cadres techniques et aux athlètes. En marge des rencontres institutionnelles, le ministre s'est rendu sur les sites sportifs pour assister à plusieurs activités organisées par la délégation de la jeunesse et des sports. Football, athlètes, sports collectifs et arts martiaux figuraient au programme. Cette immersion sur le terrain lui a permis d'apprécier le potentiel sportif local et d'encourager les jeunes athlètes tout en valorisant les idéaux d'excellence, de discipline et de dépassement de soi. À cette occasion, Maïdé Amit Loni a salué la vitalité des ligues sportives provinciales et rappelé la vision du chef de l'État qui fait du sport un pilier stratégique de cohésion nationale et de paix sociale. Pour matérialiser cet engagement, une dotation d'équipements sportifs a été remise au délégué provincial de la jeunesse et des sports par l'entremise du délégué général du gouvernement afin de soutenir le développement du sport à la base. Cette première étape à Sar marque le lancement effectif de la tournée ministérielle et illustre la volonté du gouvernement de placer la jeunesse et le sport au cœur des priorités nationales à travers des actions concrètes et un dialogue direct avec les territoires. Le mouvement patriotique du salut a organisé le lundi 26 janvier l'installation officielle du Conseil provincial du Logone occidental. La cérémonie a été présidée par le représentant du secrétaire général du MPS, M. Ahmed Doumino Dumois. Jessica Ferry nous fait le point. La capitale économique du pays, Moundou, a résonné d'une cérémonie festive marquant l'installation du Conseil provincial du Logone occidental. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la restructuration des instances de base du mouvement patriotique du salut. Dans cette dynamique de renouvellement, l'équipe de concertation et d'échange interne dirigée par la mandatée, l'honorable Madidia Padarut, a facilité la nomination des membres du bureau provincial. Celle-ci a exprimé sa satisfaction quant aux échanges constructifs ayant conduit à cette désignation des responsables. La mission que nous avons l'honneur de conduire au titre de mandataire a été accueillie dans une ambiance conviviale par les camarades militants et militantes, ont eu lieu
avec les camarades militants et militantes des différentes corporations de la province. Après 3 jours de travaux, nous sommes parvenus au consensus de la base à la restructuration du conseil provincial, des conseils des 4 départements que compte la province. Après lecture de l'acte de nomination des 17 responsables, Mbaïbe Mayam Bruno assume désormais les fonctions de secrétaire général provincial du Logone occidental. Le nouveau secrétaire général a officiellement pris ses fonctions lors de la cérémonie de remise du flambeau du parti. Et il se déclare prêt à relever les défis qui attendent son équipe et lui. Hamid Djoumino Djouma, représentant du secrétaire général du mouvement patriotique du Salut, a exprimé sa fierté quant au processus ayant abouti à cette désignation et a confirmé la nomination de la nouvelle équipe dans ses fonctions. Sous la conduite de son secrétaire général provincial ainsi que ses collaborateurs appelés à leur tour à installer nos camarades au niveau provincial, départemental, communal, jusqu'à dernière cellule de base du parti. D'adresser ces chaleureuses félicitations à l'ensemble des camarades militants de la province, ainsi qu'aux mandataires. À l'issue de cette cérémonie, plusieurs exemplaires des statuts du parti ont été remis à l'équipe dirigeante. Cet événement a constitué un moment marquant de communion, d'échange et de solidarité, annonçant ainsi le début d'une nouvelle ère de collaboration et de développement pour le mouvement patriotique du Salut. À l'occasion du 77e anniversaire de la République de l'Inde, l'ambassade de l'Inde au Tchad a organisé ce lundi 26 janvier 2026 une cérémonie officielle réunissant diplomates, communautés indiennes, anciens étudiants tchadiens en Inde et autorités tchadiennes. Un moment de célébration marqué par la mise en lumière des performances économiques, technologiques et énergétiques de l'Inde ainsi que par le raffermissement des relations bilatérales. Fantastique. La République de l'Inde a commémoré ce lundi 26 janvier 2026 le 77e anniversaire de son accession au statut de la République lors d'une cérémonie festive tenue dans un hôtel de la capitale. La célébration a été présidée par Haris Baksla, chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de l'Inde au Tchad, en présence des communautés indiennes, d'anciens étudiants tchadiens formés en Inde, des diplomates et des responsables tchadiens. Dans son allocution, le diplomate indien Haris Baksla a rappelé la portée historique du 26 janvier 1950, date d'entrée en vigueur de la Constitution indienne, qu'il a qualifiée de fondement ultime de l'identité collective du peuple indien. Il a également mis en exergue les performances économiques du pays, soulignant qu'en 2025, l'Inde s'est hissée au rang de 4e économie mondiale avec une croissance du PIB estimée à 7,3% pour l'exercice en cours. Prenant la parole au nom des autorités tchadiennes, le directeur général des relations bilatérales, Ngarambaye Mikaël, représentant la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration africaine et des Tchadiens à l'étranger, a salué les avancées remarquables de l'Inde. Il a souligné la capacité d'innovation du pays, la vitalité de son économie et l'énergie créatrice de la jeunesse, tout en mettant en avant les progrès enregistrés dans des secteurs clés tels que la pharmacie, l'agriculture, l'éducation, les infrastructures, l'exploration spatiale et les énergies renouvelables. Cette célébration du 77e anniversaire de la République de l'Inde a ainsi constitué un moment fort de diplomatie et de convivialité, illustrant la qualité des relations d'amitié et de coopération entre le Tchad et l'Inde, ainsi que la volonté commune de les renforcer au service du développement mutuel. En Djamena, de nombreux ménages optent pour la réalisation de forages à motricité humaine afin de s'approvisionner en eau. Toutefois, ces forages sont souvent réalisés sans respecter les normes techniques requises, exposant les usagers à des risques sanitaires. Interrogé à ce sujet, le directeur général adjoint du Laboratoire national des eaux, Mohamed Ali Abdelkerim Anadjif, apporte des conseils pour une meilleure réalisation des forages. Il est interrogé par Tanso Hamta. Le problème, ce n'est pas le problème de la canne. Le problème, c'est qu'il y a un autre problème des puisards. Les gens, ils ne laissent pas l'eau aller dans les canalisations, mais on a les systèmes de puisards. Donc, on garde les eaux au niveau des puisards. Et ça, c'est un danger aussi au niveau de la protection de nos réserves souterraines, c'est-à-dire des eaux souterraines. Donc, dans le passé, nous avons fait des missions conjointes avec la mairie pour voir dans la zone où
la ST n'est pas couverte, c'est-à-dire la zone où il n'y a pas le réseau n'est pas arrivé, les gens utilisaient les eaux de forage à motricité manuelle. Donc on a constaté vraiment dans beaucoup de cas, les eaux sont complètement polluées. Bactériologiquement, physiquement, chimie, il n'y a pas de souci parce que c'est une zone sédimentaire. Il n'y a pas assez de problèmes en termes de chimie, mais en termes de bactériologie, l'eau est souillée. Pourquoi? Parce que les gens ne traitaient pas l'eau après la production. La deuxième des choses, donc les gens ne respectaient pas aussi la foration, parce qu'on donne à n'importe qui vient et qu'il te fasse un forage sans contrôle d'installation. Il faut vraiment une implantation. Un spécialiste qui vient à la maison, il sait là où vous avez fait votre puisard, là où votre WC, et il va prendre la distance idéale pour implanter le forage. Et la chose, franchement, c'est regrettable que beaucoup de gens font de manière non professionnelle, je vais dire, en termes un peu sincères, c'est non professionnel. Il n'est pas interdit de faire un forage, mais il est recommandé d'aller demander auprès du ministère un certificat de foration ou demander un professionnel qui va venir vous implanter votre forage. Et nous, comme étant institution qui est pour mission le contrôle de la qualité des eaux, on faisait des missions conjointes, soit avec l'UNICEF, avec l'appui de l'UNICEF, soit de notre propre fonds pour faire des missions de prélèvement au niveau de la ville. Donc souvent on prenait les arrondissements. On a fait avec 7e, 8e, 9e. On a fait, je crois, de manière vers la zone de Farcha aussi, dans les quartiers un peu la périphérie. On faisait des prélèvements, on analyse. Et en cas de non-conformité, on doit signaler aux utilisateurs, aux consommateurs, pour leur dire que voilà, votre eau n'est pas ça. Et on leur prodigue des conseils en utilisant. Dans le 3e arrondissement de la capitale, notamment au quartier Kabalaï, la non-fermeture des caniveaux constitue un danger permanent pour les populations. Notre équipe s'est rendue sur place à la rencontre des riverains dont les témoignages révèlent des risques majeurs pour la sécurité et la santé publique. Entre accidents fréquents et insalubrité croissante, ces infrastructures à ciel ouvert suscitent de vives inquiétudes. Suivez. Le caniveau, je vois ici, c'est très ouvert, là, c'est trop risquant. Parfois, tu vois, les moustiques et les trucs comme ça nous dérangent ici au pied. Quand nous, on travaille dans la nuit ici. Et c'est exposé avec l'odeur, tout ça qui dégage, qui sort. J'ai été témoin 2 fois comme ça. Il y avait un monsieur qui est tombé quelque part ici. Et il y avait 3 jeunes qui sont tombés même de l'autre côté. C'est moi-même là qui est parti les prendre, les faire sortir. Moi, je préfère que les caniveaux, on doit les fermer. Donc on ferme, on met les dalettes et puis l'eau passe par en bas. Ça fait que quand quelqu'un fait la saleté des poissons, il ne va pas quitter derrière pour venir les verser là. Moi-même, j'ai été victime. C'est pour ça que j'ai mis les planches. Parce que quelqu'un m'a demandé de lui donner la cigarette un jour. J'ai mis mon pied là. Et pour enlever le sable qui sort là et la saleté, tu vois, c'est profond. Au quartier de Kabalaï, comme vous voyez, sur une résidence ici. Et ça se voit même à l'œil nu là, que les caniveaux ne sont pas bien entretenus parce qu'il y a des déchets un peu partout. Et c'est même fermé dans d'autres, c'est un peu fermé et tout. Il y a plein de déchets dedans. Donc ce n'est pas vraiment acceptable. Et vu que Kabalaï se trouve peut-être au centre, vu qu'il y a un hôtel ici à côté au confinement, il y a 3 heures à côté, il y a les gens qui viennent garer et tout. Et parfois ils ferment certains un peu la voie. Et c'est là, il y a eu les véhicules, les pneus étaient entrés sous le canal et autres. Toujours dans le même sens, dans plusieurs quartiers d'Indiamena, les caniveaux destinés à l'évacuation des eaux usées et pluviales sont malheureusement transformés en dépotoirs d'ordures ménagères par les populations riveraines. Un comportement incivique qui favorise l'obstruction des voies d'écoulement et expose les quartiers à des graves risques d'inondation. Nos reporters Sana Claricia, Djifira Vanessa Bouli et Adolphe Adoumadj ont sillonné quelques quartiers de la capitale. Suivez le reportage.
Dans la commune du premier arrondissement d'Injamena, les caniveaux ne remplissent plus leur fonction première. Conçus pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées, ils sont aujourd'hui transformés en véritables dépotoirs à ciel ouvert. Plastique, déchets ménagers, restes de nourriture et sable y accumulent, obstruant le passage de l'eau. Cette situation entraîne des stagnations prolongées, des fortes odeurs nauséabondes, expose les riverains à de nombreux risques sanitaires, notamment la prolifération des moustiques et des maladies hydriques. À cette insalubrité s'ajoute le problème des travaux de curage inachevés ou des caniveaux laissés ouverts. Ces ouvrages non sécurisés constituent un danger permanent pour les piétons et les usagers de la voie publique. Dans plusieurs cas, les caniveaux récemment curés sont rapidement rebouchés par des ordures, réduisant à néant les efforts d'assainissement. L'obstruction des caniveaux par des déchets, combinée par une gestion inefficace des travaux de curage, aggrave la crise d'assainissement et accentue les risques d'inondation lors des fortes pluies. Face à cette situation préoccupante, les autorités locales et les acteurs de l'assainissement multiplient les appels à la responsabilité citoyenne et à une meilleure gestion des déchets afin de préserver les infrastructures existantes et améliorer le cadre de vie des populations. D'Injamena, direction à Moundou, dont la 10e édition de la Journée mondiale des douanes est officiellement célébrée ce 26 janvier autour du thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ». Elle est présidée par le secrétaire d'État aux finances, au budget, à l'économie, au plan et à la coopération internationale, Ali Diada Kampar, en présence du directeur général de la douane Ousmane Brahim Djouma, des autorités locales et des cadres des services douaniers et des opérateurs économiques. On fait le point avec Dominique Didoyo. Cette 10e édition de la Journée internationale de douane autour du thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement » est célébrée en grande pompe ce 26 janvier à Moundou. Cette journée est présidée par le secrétaire d'État aux finances, Ali Diada Kampar, en présence du directeur général des douanes, le général Ousmane Brahim Djouma. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental, Dago Yakuba, a salué l'engagement des plus hautes autorités tout en rendant hommage aux agents de douane pour leur qualité de travail dans la protection de la société. L'Organisation mondiale des douanes a à cette occasion adressé un message fort en reconnaissance au rôle prépondérant de la douane dans la protection de la société. Le directeur général de la douane et des droits indirects, le général Ousmane Brahim Djouma, s'exprimant sur la journée, met les agents devant leurs défis. De cette thématique, les membres de l'Organisation mondiale des douanes sont interpellés à réfléchir à la formulation de la mise en œuvre de leur engagement, à savoir le rôle central de la douane dans la protection de la société, mettre en avant les réalisations accomplies sur le terrain et les outils qui les rendent possibles, souligner l'étendue de l'action protectrice de la douane, renforcer et multiplier les partenaires à tous les niveaux, renforcer les capacités en participant aux activités de l'OMD en matière de lutte contre la fraude, élaborer des récits autour du rôle protecteur de la douane. Le secrétaire d'État aux finances Ali Diada Kampar, lançant officiellement la célébration, s'est adressé en ces termes. La délocalisation de la célébration de la Journée internationale des douanes au Moundou permet de rapprocher l'administration des douanes des usagers afin de mieux faire connaître ses missions et les différentes réformes structurantes relatives à la digitalisation et à l'informatisation des régimes entreprises par le ministère des tutelles. Cette célébration à Moundou est aussi porteuse d'enjeux économiques, étant donné que le chef-lieu de la province de Logone occidental constitue un des corridors économiques importants du pays, notamment à travers sa proximité avec le Cameroun. Il faut noter qu'à travers cette commémoration, plusieurs agents de douane ont reçu des attestations de reconnaissance pour services rendus avec ponctualité, dévouement, rigueur, abnégation, responsabilité et loyauté à la nation. En Tandjile-Est, cette fois-ci, la députée Diamra Betongal, en séjour à Laye, dans le cadre de ses vacances parlementaires, a mis à profit son temps pour assister les femmes enceintes et les nouveau-nés, mais aussi les détenus de la maison d'arrêt. Dominique Didoyo, correspondance.
En vacances parlementaires dans son département, la Tangélé-Est, l'honorable député Diamra Betolngar a assisté les femmes enceintes et plusieurs nouveaux-nés de l'hôpital du district de Laye en kit moustiquaire imprégnés, lot de détergents, couverture et habits. Cette approche vise à adresser ses reconnaissances à son électorat. À cette occasion, la médecin-chef du district de Laye, Dr Lahang Daande, se réjouit de cet appui aussi important avant d'appeler les récipiendaires à la bonne utilisation pour éviter les maladies. Lors de cette remise, Diamra Betolngar invite les femmes et les filles à lutter contre les mariages précoces, mais aussi à la fréquentation des structures sanitaires pour réduire le taux de mortalité et de morbidité. J'ai beaucoup mis l'accent sur la santé maternelle. Certaines femmes ne veulent pas aller à l'hôpital. Si vous ne venez pas être suivi pour accoucher, là, les enfants auront toujours des problèmes. Les mères accouchent en mourant, ce n'est pas normal. On veut zéro mortalité lors des accouchements. Donc il va falloir que tout le monde se mette dans la danse pour vous inviter à fréquenter les hôpitaux. Un moment de communion et de convivialité apprécié à sa juste valeur par les femmes qui lui ont témoigné leur gratitude. Plusieurs enfants nés en ce jour ont reçu de la députée plusieurs kits qui est une expression d'une mère à l'endroit de ses enfants. Une pierre deux coups, cap est ensuite mis sur la maison d'arrêt de Laye où l'honorable Diamra Betolngar a fait parler son cœur à l'endroit des détenus en leur faisant des dons de vivres et non-vivres, mais aussi un bœuf. Elle a ensuite échangé avec les détenus pour ensuite plaider en leur faveur. Diamra Betolngar se prononce. Ils sont aussi des citoyens, ce sont aussi nos électeurs, donc il va falloir passer ici, les saluer, recueillir leurs doléances afin de pouvoir plaider pour leur bien-être. L'incarcération veut dire qu'ils ne sont pas exclus de la société. Mais notre visite, c'est juste un geste pour leur faire croire qu'ils ne sont pas oubliés. Au nom des détenus, le directeur de cette formation carcérale, Soucia Martin Doumga, a adressé ses reconnaissances à l'honorable pour ce geste de grand cœur qui soulagera un tant soit peu les détenus dans ce centre de rééducation pour leur réinsertion sociale. Faisons à présent un tour d'horizon de l'actualité internationale pour boucler ce journal. Au Kenya, le pasteur de la secte des Shakahola sera inculqué pour 52 nouveaux décès en République démocratique du Congo. Un an après l'arrivée du M23 à Goma, l'économie locale reste paralysée. Aux États-Unis, Donald Trump annonce une enquête sur la fourniture de la députée Ian Oumara. Enfin, l'ONU débloque 852 millions de dollars d'aide humanitaire pour la Somalie. Maroc Cécile. Au Kenya, le prédicateur autoproclamé Paul Tench Mackenzie, déjà poursuivi dans l'affaire du massacre du Shakahola, sera inculpé pour 52 décès supplémentaires, ont annoncé les procureurs ce lundi. Figure centrale d'une secte prônant le jeûne extrême, Mackenzie est lié à la mort de plus de 400 personnes dans ce qui est considéré comme l'une des pires tragédies sectaires au monde. L'affaire avait éclaté en 2023 avec la découverte des centaines de corps dans la forêt de Shakahola, près de la station balnéaire de Malindi sur la côte kenyane. Selon le parquet, ces nouveaux décès indiquent que la secte aurait continué ses activités malgré l'arrestation de son chef. Un tribunal de Malindi a autorisé l'inculpation de Mackenzie et de plusieurs co-accusés pour meurtre, radicalisation et facilitation d'actes terroristes. En République démocratique du Congo, un an après la prise de Goma par la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda, l'économie de la capitale du Nord Kivu demeure quasiment à l'arrêt. Au marché central, autrefois cœur économique de la ville, les étals sont toujours en place, mais les clients se font rares. La flambée des prix et l'effondrement du pouvoir d'achat ont plongé des milliers de familles dans une grande précarité. Les commerçants peinent à approvisionner et à écouler leurs marchandises. Beaucoup affirment que leurs revenus ont été divisés par 10, voire davantage, depuis le début de l'occupation. Les petites activités informelles qui faisaient vivre une grande partie de la population ne suffisent plus à couvrir les besoins
besoins essentiels. La crise sécuritaire a également entraîné le départ de nombreuses entreprises locales et internationales, provoquant la disparition de milliers d'emplois et une hausse préoccupante du chômage. Aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la fortune de la députée démocrate du Minnesota, Ilhan Omar, qu'il accuse de fraude aux prestations gouvernementales. Selon Donald Trump, les actifs financiers de l'élu auraient fortement augmenté l'an dernier, atteignant 44 millions de dollars. Il affirme que la justice américaine a ouvert une enquête, une information démentie par Ilhan Omar. Celle-ci explique la hausse de son patrimoine par les investissements réalisés par son époux. Donald Trump a par ailleurs relancé la polémique en déclarant qu'Ilhan Omar devrait être expulsé vers la Somalie, son pays d'origine. Les tensions s'intensifient dans un contexte marqué par une politique migratoire de plus en plus restrictive. Enfin, les Nations Unies ont annoncé le lancement d'un plan d'aide humanitaire de 852 millions de dollars en faveur de la Somalie. Lors d'une conférence de presse ce lundi, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a précisé que ces plans visent à venir en aide à 2,4 millions de personnes. Ces montants représentent une baisse de 40% par rapport à l'année précédente, non pas en raison d'une diminution des besoins, mais en raison des ressources financières limitées. L'ONU prévient que cette réduction laisse d'importantes lacunes dans les services essentiels alors que la situation humanitaire reste critique dans le pays. Et voilà qui veut mettre un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.